Ma Mission TV, le miroir du monde. Est-ce que aujourd'hui vous fermez les assemblées et vous revenez pour que non, il y a irrégularité? Nous devons apprendre à être sérieux. Cela démontre que nous tendons vers un état de droit. Sans les abus, sans les interférences des autorités, le directeur du cabinet du chef de l'État interpellé est mis, mais il n'est pas condamné. Le jour où il sera condamné, à partir de ce moment-là, on saura que bon, il a détourné l'argent. Parce que quand vous mélangez les malades, il y a des malades traditionnels. Alors, quand vous mélangez les gens qui sont atteints du corona, ça crée une psychose. Alors, quelle est la bonne méthode l'imagination, ce que je vais d'écouter? Ils sont face à leur propre réalité. Et c'est dramatique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. De 20 ans, avec PPRD, AMP, FCC jusqu'à aujourd'hui, et que toutes les conséquences que notre pays connaît aujourd'hui, c'est là que je viens de citer qui porte la responsabilité. Il y a le problème de moyens. Notre pays est en déconfiture, pour ne pas dire en faillite. Ce sont plus de ceux qui se disent des riches, des gens qui ont appauvri ces pays, les gens qui ont mis ces pays en déconfiture, et aujourd'hui ils continuent à le faire. Alors, je pense que la première décision qui a été prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, je pense que cette décision n'était pas planifiée. Ma Mission TV, le miroir du monde. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi et puis le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne. Et bien pour ce soir, j'ai un invité qui s'appelle M. Bakou Kouboliko Isaac, secrétaire national du PDC et porte-parole du parti Cadre G7 et Ensemble pour la République. Il est en même temps conseiller politique de l'honorable José Ndoundou Bonongue, avec qui nous allons parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Monsieur Isaac, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien au rythme du corona, au rythme du confinement. Et je suis aussi triste par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Certains croient qu'ils étaient les tout-puissants, mais invincibles. Aujourd'hui, le monde est aux arrêts. Et je voulais profiter de l'occasion pour présenter mes très sincères condoléances au président de la République suite au décès de son oncle, le Monseigneur Gérard Moulumba, qui était toujours à côté de nous lorsqu'on menait le combat politique, membre influent de la CENCO. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré. Et un jour, dans un atelier où on devait exposer la situation de tous les prisonniers à Caritas, je lui ai posé la question. Prisonniers politiques? Pardon? Prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, les exilés forcés, tout ça comme ça, c'était au Caritas. Et je lui ai posé la question, comment vous je vais bien, mais les heures, le jour, les mois passent et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas toujours rapatrier la dépouille mortelle de mon grand frère Etienne Tshisekedi. C'était un homme de conviction. Et ce que je pourrais dire au chef de l'État, il doit se considérer comme Job et qu'aujourd'hui, il a une charge de conduire ces pays et nous lui souhaitons courage et que l'âme de notre oncle, j'ai quand même des affinités avec le chef de l'État, repose en paix. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes et hommes qui aujourd'hui travaillent contre le coronavirus, y compris les policiers qui sont partout pour surveiller le confinement de la commune de la Gombe. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays du monde, fait face à cette grande pandémie du coronavirus. Il y a une commune qui a été confinée. D'autres personnes ont dit qu'on devait faire toute la ville province de Kinshasa. Problème d'approche, problème de moyens aussi. Vous êtes un homme politique. Quelle est la démarche qu'on devait entreprendre au début? Je pense que la première décision qui a été prise par le gouverneur
de la ville de Kinshasa. Je pense que cette décision n'était pas planifiée, elle n'était pas ordonnée. Et vous savez, Kinshasa, c'est aussi le siège des institutions. Il y a aussi, dans des situations comme le coronavirus, il ne devait pas simplement se focaliser sur son comité provincial de sécurité, il devait élargir avec le membre des ripostes, le membre de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres paramètres qui pouvaient intervenir pour lui permettre d'avoir une vision claire, peut-être un canevas, comment aller prendre les décisions pour confiner. Alors, confiner seule la commune de Gombe ne suffit pas parce que la commune de Gombe a des communes voisines telles que Lingwala, Barumbu, Kinshasa. Il aurait dû confiner la commune de la Gombe, il devrait aussi confiner Kinshasa, Barumbu, Lingwala. Ou bien le confiner une semaine après entrer en vigueur du confinement de la Gombe. Parce qu'il y a des champs, tout cela, ces communes sont presque des communes sœurs et qu'on ne peut pas confiner une et laisser les autres. Je crois que c'était vraiment une meilleure décision. Bon, aujourd'hui, ils ont confiné Gombe. Nous attendons l'évaluation après presque une semaine et demie de confinement qui nous donne le rapport au niveau de l'équipe de riposte et puis au niveau de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils ont fait de porte à porte de tous les occupants de la commune de la Gombe? J'ai entendu que certains bâtiments administratifs ont été désinfectés et des maisons et des casques. C'est plus des bâtiments publics et non des bâtiments privés. Oui, des bâtiments publics et puis les bâtiments privés. Est-ce que ça a été déconfiné et puis désinfecté, pardon? Est-ce que tous les habitants de la Gombe ont été visités par l'équipe de riposte et qu'aujourd'hui, je crois la semaine prochaine, le 21, si j'ai bonne mémoire, c'est les délais de 2 semaines que le virus peut apparaître. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose? Les dispositions, en fait. Pardon? Non, les dispositions qui sont en train de Les dispositions qui sont prises, parce que déconfiner Gombe, c'est bien, mais il y a eu quand même une erreur de stratégie par rapport au confinement. Il aurait dû confiner et Gombe, Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Et puis, de l'autre côté, Kitambo, Ngaliema, Bandalungwa, voire Makala et Selemba. Et puis, il prend Limete, Kalamu, Makala, et ainsi de suite. Comme ça, il y aurait de l'espace pour les gens pour circuler et les délais leur permettant de s'approvisionner pour supporter un peu ce confinement. 2 800 000, telle pratiquement la somme que le gouvernement a donnée à la structure qui s'occupe de cette pandémie. Est-ce qu'au vu de la gravité et puis de l'immensité de ce pays, est-ce que ce montant, c'est une insulte quelque part aussi pour les Congolais? Non, mais ce n'est pas assez. Vous savez, je suis inquiet et je me dis, nous vivons dans un pays fragile d'une manière. Comment pouvez-vous imaginer un pays, quand certains étaient au pouvoir, la croissance à des chiffres, etc., le point d'achèvement, que notre pays ne soit pas capable de débourser ne fût-ce que $1 milliard pour lutter contre le coronavirus. Quand vous voyez dans certains pays, ils ont déjà un plan. Vous savez, non, c'est indescriptible, c'est incroyable. Quand vous voyez des pays qui disent, voilà, nous allons soutenir. Est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème de moyens ici en République démocratique? Il y a le problème de moyens. Notre pays est en déconfiture, pour ne pas dire en faillite. Et les gens qui ont mis ces pays en déconfiture sont devenus les nouveaux riches. Et quand vous constatez même leur mauvaise foi, aujourd'hui le président de la République a mis sur pied un fonds de solidarité. Et dans ces fonds de solidarité, les gens qui se considèrent aujourd'hui les nouveaux riches, qui, pour être riche, il faut un parcours, ou soit vous avez votre grand-père qui était fermier, qui était je ne sais pas qui, et qu'aujourd'hui,
vous avez hérité de tout ça. Par exemple, comme Trump. Trump, la richesse ne vient pas de lui, mais il a développé cette richesse-là. En fait. Il a développé cette richesse-là et qu'il est riche. Nous avons des riches ici, des gens qui ont des immeubles, qui ont même détourné l'argent de l'État. Mais ils sont incapables de mettre quelque chose dans, dans ce fonds de solidarité pour permettre à l'équipe de riposte, je crois, le docteur Mouyembe, dans son plan de riposte, il demandait, je crois, 350 millions de dollars, 35 millions de dollars, 35 millions de dollars pour essayer de contenir cette pandémie. De contenir ce problème de pandémie. Mais vous voyez que même la mauvaise foi, mais vous savez, aujourd'hui, ceux qui meurent, le coronavirus ne choisit pas ni les riches ni les pauvres. Et quand vous regardez, ceux qui partent, ce sont plus ceux qui se disent des riches, des gens qui ont appauvri ces pays, les gens qui ont mis ces pays en déconfiture, et aujourd'hui ils continuent à le faire alors que nous avons un grand fléau. Et si nous étions un pays surveillé comme certains pays qui nous entourent, nous allons mettre le moyen de l'argent pour contenir. Je suis au Nigeria, je vis en Afrique du Sud. Bon, vous allez me dire que si je dis la France, la Belgique, l'Union européenne a mis 750 milliards pour aider les entreprises. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire, c'est en début de la crise, on ne sait pas le temps que ça peut prendre. Comment ça va? Parce que on a pris la décision de fermer les bars, de fermer les restaurants, les églises, beaucoup de choses. Alors, moi qui suis commerçant, j'ai mon bar, je dois payer le loyer, je dois payer les personnels. L'État fait quoi? Je vais manger aussi. Alors, si je ne parle même pas de ces gens-là, mais pour que la population de la RDC peut disposer les désinfectants, peut disposer le masque, mais jusque-là, parce qu'il y a eu une gestion calamiteuse de 20 ans avec PPRD, AMP, FCC jusqu'à aujourd'hui, et que toutes les conséquences que notre pays connaît aujourd'hui, c'est là que je viens de citer qui porte la responsabilité. Vous ne pouvez pas concevoir un pays qui a vendu pas le coltan, l'uranium. Non, pas l'uranium, pour le batterie. Le lithium. Non, pour les batteries à Kolwezi là, où la tonne, cobalt, la tonne coûtait 100 000 $. Maintenant 80 000, et peu que nous ne soyons pas à mesure de faire face au coronavirus. Et aujourd'hui, on sent que Kinshasa semble être un peu dépassé. Mais qu'adviendra-t-il de le reste de la République démocratique du Congo? Parce que déjà ici, il y a plus de 300 cas déjà. Nous avons du mal à gérer. Il y a un problème de confinement. On part en confinement, oui ou non. Les gens doivent manger. Est-ce que l'État, que doit faire l'État actuellement? Parce qu'il faut dire qu'il y a des familles très démunies qui ont besoin du soutien, non seulement sanitaire, mais aussi de la nourriture aussi. C'est un drame. C'est pour ça que je dis, je répète. C'est quand j'aurai ce pays pendant 20 ans, tu regardes aujourd'hui l'état dans lequel ils ont laissé ces pays. Mais bon sang, même si vous étiez directeur dans une entreprise, mais en partant, vous n'allez pas laisser quand même votre trésorerie vide. Aujourd'hui, ils sont face à leur propre réalité. Et c'est dramatique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Quand vous voyez des familles, quand vous voyez des gens qui ont un loyer supérieur par rapport à son revenu, son salaire, mais il avait contacté ce loyer-là parce que à chaque fois qu'il travaillait, il était dehors, il amenait quelque chose. Mais voilà, quelque chose. Mais aujourd'hui, les aéroports sont fermés, les bus sont fermés, les marchés sont fermés, là où il travaille, ses débrouillés sont fermés, et il a un loyer qui ne correspond pas à son revenu, mais c'est dramatique. Nous qui vivons avec des gens, et tous les jours, ah mais je ne sais pas comment je dois payer mon loyer, je ne sais pas comment je peux acheter du pain pour les enfants. Vous savez, c'est dramatique. Et quand je vois qu'il y a eu des gens qui ont dirigé ces pays, ils ont
vanter les 5 chantiers, la révolution de la modernité, Bukangalozo, et que notre pays est incapable de se nourrir. Tout ce que nous consommons aujourd'hui, ça repose de l'exportation, ce qui est grave. Et moi, je suis content qu'aujourd'hui, ceux-là qui nous disaient croissance à des chiffres, 12%, etc., mais notre pays est pauvre et notre population, nous sommes tous de pauvres. Et voilà, aujourd'hui, les drames... Excusez-moi, les hôpitaux, il y a Mamaemo qui est pratiquement abandonné. Nous avons vu sous d'autres cieux, par exemple au Nigeria, où on a laissé les patients venir dans les stades pour bien les gérer, essayer de bien les traiter. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser aussi à bien planifier ce problème? Je vous ai dit que nous menons une opposition républicaine et objective. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait simplement dire que tout ce qui ne cadre pas la réalité, c'est tout ce qui ne cadre pas avec les lois de la République, nous dénonçons toutes les pratiques qui ne correspondent pas à la coutume et les usages, nous les dénonçons. Mais ce qui correspond à l'application, au bon fonctionnement des institutions, nous applaudissons et nous proposons. Moi, j'ai fait des propositions à 2 responsables concernant les hôpitaux. J'avais donné 10 points. Les responsables d'aujourd'hui, pas le moindre, j'aurais dit, écoutez, aujourd'hui, il faut mettre un terme à la manière dont nos hôpitaux sont gérés. 1. Les médecins ne peuvent plus être des gestionnaires parce qu'ils sont des très mauvais gestionnaires. Depuis que nos hôpitaux existent, aucun hôpital a évolué. Nous voyons les mêmes bâtiments. Heureusement, pour les chefs de l'État, dans ces 100 jours, a construit le bâtiment qui a été brûlé, le pavillon 5. C'est le seul nouveau bâtiment que vous pouvez trouver à l'hôpital Ngaliema. Mais par rapport aux besoins, là, mais par rapport aux besoins, donc rien qu'au niveau de la gestion, il faut un comité de gestion, un conseil d'administration, un comité de bioéthique, et il faut une autonomie de gestion, et chaque fin de l'année, ils doivent répondre à l'Assemblée nationale de ce que la commune, la ville, le gouvernement, le ministère de la Santé. Deuxième proposition, vu que nous ne disposons pas des infrastructures d'accueil dans nos hôpitaux, et qu'on ne peut pas aujourd'hui, quand j'ai entendu le ministre dire qu'il y a 3 malades en Ngaliema, 4 malades au cinquantenaire, non. Parce que quand vous mélangez les malades, il y a des malades traditionnels. Alors, quand vous mélangez les gens qui sont atteints du corona, ça crée une psychose. Alors, quelle est l'imagination, ce que je vais écouter? Moi, j'ai vu au Nigeria, le gouvernement nigérien a réquisitionné le stade de Lagos. Et il a, comme le chapiteau qui était derrière le palais du peuple, là, bien aménagé et qui est devenu un hôpital ambulant pour accueillir les gens atteints du corona. Nous avons des espaces ici. À l'hôpital de référence Mamaemo, un hôpital qui a été construit en 1919, qui ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. Ngaliema, la même chose, mais il y a des espaces vides où on peut mettre le chapiteau pour accueillir. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, notre faiblesse c'est quoi? Parce que nous n'avons pas assez de tests pour identifier les personnes qui sont atteintes du coronavirus. Alors, le jour où nous aurons ces tests où on peut commencer par jour 1000 personnes, je crois qu'on ne serait plus à mesure d'accueillir tous les malades. C'est maintenant ou jamais pour que les infrastructures comme le stade de Martyrs, les infrastructures comme le stade Papa Raphaël, l'espace qui est là vide à l'hôpital Ngaliema, qui est au cinquantenaire, et puis à l'hôpital de référence Mamaemo, pourquoi pas Vélodrome, les réquisitionner, mettre, parce que lorsqu'on nous dit 300, c'est par manque de tests. Un pays comme la Corée du Sud, il fait 20 000 tests par jour. Aujourd'hui, l'UNRB, bien qu'il a décentralisé un peu, mais regardez, depuis qu'on a commencé, on a trouvé que 300 cas
se peut pour une ville comme Kinshasa, quand les gens disent Avec entre 12 12 et 14 millions. Et ça, c'est la ville de Kinshasa. Et quand vous allez, par exemple, bien que dans certaines provinces, ce n'est pas encore arrivé, mais il faut prendre les mesures de précaution. Quand ça va arriver, comment il faut aller tester parce qu'il y a vraiment des clandestins, des circulations de personnes, et puis ils peuvent aussi être atteints dans le fond de Karawa, Kasumbalesa, à Moneditou, à Luozi. Donc tout ça, je vous dis simplement que le jour où nous aurons une grande quantité de tests, et vous allez voir que il y aura vous une dites explosion. le jour alors que le besoin est Mais là. les besoins, mais parce que nous n'avons pas. C'est maintenant que nous devons travailler. Nous n'avons pas. On ne peut pas qu'attendre que le jour, il y a Nous une n'avons réalité, pas. les gens Mais parce meurent. que nous n'avons pas. Et qu'est-ce Parce que nous nous pouvons pas. sommes dans un état Le d'urgence. docteur Mouyembe ne peut pas nous dire que depuis qu'il a commencé à tester, il n'a que 300. Mais les 300, c'est rien. Faites la moyenne. Et quand vous faites la moyenne de 300, quand vous faites le nombre de décès, il y a quand même un nombre important de décès. C'est à l'ordre de 9 à 8%. C'est beaucoup. Donc, nous sommes là tous de moribonds. Nous sommes tous de moribonds, Exposés, en fait. les gens exposés. Et l'État n'est pas en mesure aujourd'hui de nous procurer des masques et puis les désinfectants. Tout ça, je porte cette responsabilité aux gens qui ont géré ces pays pendant 18 ans. Rapidement, peu de mots pour clore ce chapitre. Nous devons faire quoi? D'abord, respecter d'abord les consignes sanitaires et puis que les gouvernements mettent aussi les moyens aussi. Vraiment. Sur le salut. Alors les moyens. Le salut, c'est parce que quoi? l'expertise, nous en avons avec le professeur. Nous avons l'expertise, Mouyembe oui, et nous d'autres avons médecins. l'expertise. Maintenant, il faut mettre même le personnel qui sont dans les hôpitaux. Vous avez évoqué au tout début. Mais ils sont comment? Ils sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Mais Nous avons besoin des moyens. Mais tout ça. Pourquoi nous sommes dans cette situation-là? Parce qu'il y a des gens qui ont géré et ils ont détourné l'argent de l'État. Vous comprenez? Alors, il faut que nos compatriotes prennent conscience que cette maladie existe et qu'ils suivent scrupuleusement les mesures de barrière, de ne pas se retrouver dans un endroit plus de 20 personnes, de ne pas se saluer les mains, laver les mains constamment, utiliser le mouchoir à papier et jeter, quand vous toussez, éternuez, mettre le coude, je crois que c'est la prévention qui serait peut-être une situation pour nous de nous sauver. C'est palliatif quand même. Oui, un peu un palliatif pour nous. Et de l'autre côté, nous pensons que le gouvernement doit faire un effort de trouver les moyens pour que qui dote ces moyens à l'équipe de Dr Mouyembe. Et je plaide pour les gens qui sont les riches, qu'on chante dans les chansons, qu'on va avec de gros cylindrés, qu'on va avec des bâtiments, tout ça, les consorts. Même aujourd'hui, ces sénateurs qui veulent aller au Congrès, les députés, nous allons y venir alors, qui mettent les remoulements au fonds de solidarité, tous ces DG des entreprises, tous ces ministres qui renoncent ne fût-ce que pour 2 mois à ce moment-là, et nous autres, nous allons enjamber les pas pour que nous ayons nos moyens dans ces fonds et permettre à l'équipe de riposte de faire face à cette pandémie. Nous sommes, vous avez dit, dans une période où la pandémie est en train de battre son plein. Donc il y a l'état d'urgence prôné par le chef de l'État. Nous sommes dedans, une situation de fait. Mais il y a de l'autre côté où ça tire, on demande que nous devons aller en congrès, c'est-à-dire le Sénat et puis le Parlement, pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons crédibiliser, entre guillemets, l'état d'urgence, problème juridique, problème de français, problème d'approche. Vous êtes politique, il fallait qu'on aille au congrès où on doit d'abord terminer ce problème de pandémie et puis ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le débat est là parce qu'aujourd'hui, la classe politique est difficile. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on a ouvert la session du 15 mars, et puis on ferme parce que, pour éviter la propagation du coronavirus. Vous savez, nous devons apprendre à être sérieux. Si ce pays doit encore fonctionner, les Congolais doivent redevenir
sérieux, honnête et crédible. Vous fermez les assemblées, le président de la République prend une décision salutaire en se conformant à l'article 85 de la Constitution pour protéger la population congolaise. À l'instar des autres villes du monde aussi. Il y a beaucoup de pays. Alors, vous savez, à un moment donné dans sa vie, je veux dire ça au Lingala, il faut qu'au sale là, moula, au sale la paix, mayele, paix moto. Parce qu'on ne peut pas. Alors, là, on se pose la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut... Qu'est-ce qui ne va pas? La démarche du président Tambouamba il y a l'état d'urgence. Ce qui ne va pas, c'est que nos amis du FCC ont une idée derrière la tête. Non, mais là, Ils c'est s'en le foutent. Congrès qui Ils s'en foutent. Le FCC, Ils s'en foutent. l'opposition, Ils s'en foutent des priorités de la population. Quelle est la priorité de notre peuple? Et leur motivation aussi, c'est quoi en fait? Voilà, quelle est la priorité de notre peuple? Notre peuple va être protégé contre le coronavirus. Notre peuple voudrait que nous ayons des vaccins. Notre peuple veut qu'on ait une grande quantité de tests. Et notre peuple voudrait que nous ayons en grande quantité les denrées alimentaires. Est-ce que les congrès là cadrent dans la priorité de notre population? Il parle de légitimation. Quelle légitimation? Non. Vous savez, ce sont des piètres prestations que moi je qualifie. Dans la décision de la Cour constitutionnelle, vous pensez que c'est exact, c'est correct? Mais c'est la haute cour qui veille, qui contrôle la conformité des actes posés par les acteurs de l'État ou les acteurs publics. La Cour constitutionnelle a vérifié, il a estimé que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Il a pris la décision conformément à la Constitution. Mais si je vous dis que je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que je constate... Là, vous ouvrez une brèche. Je constate qu'il y a une absence de collaboration. De cohésion nationale aussi. La cohésion et la confiance entre les animateurs des institutions issus de FCC. Vous vous rappellerez que le président de la République s'est adressé aux citoyens congolais vivant en Grande-Bretagne. Il a son droit de s'exprimer, d'expliquer la situation du pays. Et vous savez ce qui s'était passé? Madame la présidente de l'Assemblée nationale commence à brandir les menaces de la mise en accusation du chef de l'État pour autre. Et le président a parlé au conditionnel. Et aujourd'hui, le président du Sénat vient dire que le président a violé. L'article 85 dit quoi? Après concertation entre le président, le Premier ministre, les deux présidents de la Chambre, et puis il fait ça par message. Et l'état d'urgence, les dernières lignes prévoient quoi? Il faut une loi d'application. Eux, pourquoi ils sont les législateurs? Pourquoi ils n'avaient pas convoqué la plénière pour la mise en application? Ce débat a commencé bien avant. Pardon? Et que vous estimez que ce débat a commencé bien avant. Et que le chef de l'État doit impérativement sévir, dissoudre carrément le Parlement. Mais oui, parce qu'on est en train de déstabiliser le bon fonctionnement des institutions de la République pour des raisons X ou Y.
est-ce que aujourd'hui, vous fermez les assemblées et vous revenez pour que non, il y a irrégularité. Nous devons apprendre à être sérieux. Je ne pense pas qu'à l'époque du président Kengo, il peut se rebiffer dans des situations pareilles. Il y a une urgence prioritaire sanitaire pour notre population. C'est ça. Comment le gouvernement se comportera pour indemniser les entreprises qui ont fermé? Comment l'État pourra indemniser le bailleur dont les locataires n'arrivent plus à payer les loyers? Comment l'État, j'ai suivi le fait qui rassure que non, les bateaux, il n'y aura pas une crise et nous allons demander au ministre de l'économie de veiller sur le prix. Ça, ce sont les préoccupations des gens qui sont votés pour défendre les intérêts de leurs électeurs. Ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas une urgence extrême pour que nous allions au Congrès. Et ça va nous rapporter quoi le Congrès là? J'ai vu que Jean-Marc Kaboul qui disait le Congrès à 7 millions de dollars. Et les 7 millions, on pouvait donner ça. On pouvait donner ça, mais ne semblait pas. Il ne faut pas me dire que c'est le vice-président. C'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il a un questeur. C'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il adore le buzz. Mais oui. Nous allons évoluer. Aujourd'hui, la justice congolaise, beaucoup de gens, enfin il faut le dire, le commun des mortels, les Congolais sont quand même assez contents parce que cette justice essaie de reprendre du poids de la bête. Il y a le directeur du chef de l'État qui a été interpellé et qui est en arrêt provisoire au niveau du président central de Makala. Est-ce que c'est déjà un pas vers l'état de droit ou c'est juste un problème politique et simulation? Je vais vous rappeler quelque chose. Si M. Etienne Tshisekedi avait quitté les MPR en créant l'UDPS, c'est pour l'instauration d'un état de droit. Et M. Félix Tshisekedi Tshilombo est issu et nous avons mené les combats politiques. Et il avait dit, c'est un enfant issu dans l'esprit de l'instauration d'un état de droit. La justice, vous êtes d'accord? Mais l'état de droit, vous ne pouvez pas instaurer un état de droit sans la justice. Si la justice d'hier n'élevait pas la nation et que la justice d'aujourd'hui veut élever la nation, il faut applaudir. Mais il faut toujours rester dans le principe. Tout prévenu est supposé innocent jusqu'à preuve du contraire. La mise fallait-il qu'il soit à la prison de Makala ou on pouvait, parce qu'il est quand même... Non, mais vous savez... on pouvait la mise en détention, et puis l'appeler de temps en temps. Pour la mise en détention provisoire ne justifie pas que la personne est condamnée. Mais le magistrat a des raisons, a une conviction intime dans le cadre de son instruction pour qu'il n'y ait pas... des arrangements concernant les personnes impliquées dans cette affaire. Les juges estiment que pour lui, il préfère garder le directeur de cabinet du chef de l'État en attendant qu'il termine son instruction. Et vous devez savoir que le parquet instruit à charge et à décharge. Et puis après, si il boucle son enquête, son instruction, mais il va le mettre à la disposition d'un tribunal. Au début, vous avez fait allusion au problème d'argent concernant le coronavirus, mais là, on se rend compte dans ce dossier, il y a beaucoup de sommes qui se sont évaporées, des millions de dollars. Tout à fait, mais... On a comme l'impression qu'il y a des magiciens, des passe-passe moi j'applaudis. Des bonhommes qui disparaissent comme ça, des sommes qui partent comme ça. Aujourd'hui, moi je qualifie, dans cette politique. je qualifie ces magistrats de juge Borsalino, Carlo, tu vois, le juge Borsalino, l'opération Manopolite en Italie, l'opération Main propre qui était menée en Italie. Moi j'ai vécu en Belgique, j'ai vu l'opération Augusta, tout ça et consort. Et que cela démontre que nous tendons vers un état de droit. Sans les abus, sans les interférences des autorités, le directeur du cabinet du chef de l'État interpellé est mis, mais il n'est pas condamné. Le jour où il sera condamné, à partir de ce moment-là, on saura que bon, il a détourné l'argent. Nous devons avoir ces réserves. C'est ça un état de droit. L'état de droit, c'est le respect des principes. Mais vous êtes d'accord avec la démarche? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus
les intouchables et qu'il n'y ait plus en liberté les gens qui ont détourné les deniers publics de l'État et qui ont mis l'État dans un état de déconfiture. En peu de mots, en fait, Jacine, nous sommes pratiquement à la fin. Le Congo de demain, vous le voyez comment? Parce que nous avons le coronavirus, cette pandémie, il y aura un après. Politiquement, entre relations entre nous les humains, le Congo de demain, vous l'imaginez un peu comment? Non, le Congo de demain, je pense qu'avec cette histoire qui vient nous bloquer, j'ai espoir parce que hier, nous avons suivi beaucoup de choses. Et je voudrais profiter pour rendre hommage parmi les victimes, Rossi Chumanga, Thérèse Kapangala, Eric Boloko, et tous ces mondes qui sont morts pour revendiquer, que le Congo puisse se réveiller, pour revendiquer l'état des droits. Et c'est dommage que le coronavirus, parce que le président de la République avait dit que 2020, c'est une année des actions. Et aujourd'hui, nous sommes un peu bloqués. Mais j'ai espoir, nous qui sommes de l'opposition politique, républicaine et objective. Qui critiquez souvent, vous les opposants. Pardon? Vous critiquez beaucoup, mais quand vous arrivez au pouvoir... Quand on dit l'opposition républicaine objective, c'est-à-dire que nous allons dénoncer et nous allons faire des propositions. Vous connaissez bien Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble pour la République. C'est quelqu'un qui vient avec critique et propositions. Et nous pensons que si cette histoire de coronavirus va terminer, notre sphère politique sera assainie, notre justice va assainir et nous allons avoir des choses qui vont évoluer positivement pour l'intérêt de notre population. Moi, je pense que les magistrats qui ont pris l'élan, il ne faut pas qu'ils reculent et que tout celui qu'ils estiment qu'il peut le reprocher pour le détournement des deniers publics, je crois que ces gens-là doivent répondre parce qu'ils ont détourné. Vous vous rendez compte, un peu comme la RDC, n'ont pas l'argent pour faire face au coronavirus, vous comprendrez ça. Donc, il faut que la justice fonctionne comme ils disent toujours, c'est la justice qui lève une nation. Merci beaucoup, M. Bakoukou Boliko Isaac. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du PDC, porte-parole du parti, cadre G7 et Ensemble pour la République, conseiller politique de l'honorable José Ndounou Bonoumé. Je vous remercie beaucoup. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons revenir. La télé, c'est aussi le temps. C'est la première fois que je vous reçois dans mon plateau d'Ecopol. Nous aurons peut-être dans 2-3 mois à revenir pour faire le bilan de la pandémie. En tout cas, merci. On se protège et puis on respecte les consignes. Je crois que c'est ça le dernier message que vous lancez aux téléspectateurs. Oui, je respecte. Donc c'est ça, quoi. Il faut que nos compatriotes puissent respecter les consignes. C'est la prévention qui va nous sauver. Merci beaucoup à toi, Takidi. Merci à la caméra, à la réalisation. Il s'appelle Guy Mboutou et puis Pati Soumou au montage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'instant, la rediffusion c'est le jeudi à 11h sur les antennes de Kanaki Télévision. Toujours dans votre émission Ecopol que vous aimez tant. Je salue tous les spectateurs de Brazzaville qui adorent cette émission. Allez, bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.